Madame Rimous pour relever ces remarques. À vous la parole. Donc, bonjour tout le monde. Merci Monsieur Baktash, président du jury. Je suis très ravie d'être parmi vous. C'est ma toute première soutenance ici à l'Université de Bjeya. Et c'est un grand plaisir, merci, et c'est un grand plaisir de faire partie du jury de Monsieur Moulaya Omar, c'est ça. Je souhaite à mon tour prendre rétablissement à Madame Sakran et je la félicite, elle et Monsieur Sissaoui, qui sont fraîchement promus au grade de professeur. Ce que je souhaite également à tous les autres collègues ainsi qu'à notre doctorant, que je félicite encore une fois pour le travail présenté, pour l'exposé très bien fait et pour votre prestation. C'est un travail, je dirais, original, dans la mesure, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue, il n'y a pas eu beaucoup de travaux sur la classe inversée. Quoique, il a cité quand même 4 ou 5. Il ne m'a pas cité, moi, qui avait travaillé en 2022 sur l'enseignement-apprentissage de l'oral à l'université via la classe inversée. Voilà, donc c'était en 2022. Lui, il avait déjà clôturé la partie théorique. Pas grave, monsieur Moulay. Par contre, ce que je lui reproche, bon, ne pas me citer, c'est pas grave, mais c'est tout le monde en master, en magistère, en doctorat qui remercie les membres du jury dans la thèse, excepté monsieur Moulay Omar. Il n'a pas remercié les membres du jury. Oui, vous avez oublié de... Le seul, l'unique. Voilà. Donc... Peut-être, oui. Donc, voilà, dans votre travail, comme l'a dit tout à l'heure aussi M. Sissaoui, la lecture était trop fluide. Je l'ai lu avec beaucoup d'aisance, tout est clair. J'aurais aimé juste voir la table des matières au début. Moi, j'aimerais bien voir la table des matières au début parce que là, on a plus de détails sur le travail et on peut le suivre au lieu d'aller vers la fin, revenir, etc. Mais même pour la table des matières, je reviendrai tout à l'heure, je vais vous faire quelques remarques par rapport à l'organisation des chapitres et au contenu inclus. Donc, le candidat s'interroge sur le rôle que pourrait jouer la classe inversée pour aboutir à l'amélioration de l'enseignement-apprentissage du résumé en L2 dans le contexte universitaire algérien. Vous posez une problématique très intéressante et vous la posez aussi de manière, je dirais, pertinente, voilà. Et il dit, voilà, dans quelle mesure l'exploitation de la classe inversée en tant qu'innovation pédagogique peut-elle améliorer l'enseignement-apprentissage du résumé de texte en L2 pour les étudiants de première année licence de français à l'université de Bjeya. Donc, vous êtes quand même, monsieur Moulay, vous êtes centré sur l'apprenant, parce que la classe inversée, elle est centrée sur l'apprenant. Je ne sais pas si on dit, par exemple, dans la problématique, puisque les deux vont ensemble, enseignement-apprentissage du résumé, hein, ou bien seulement l'apprentissage du résumé, hein, parce que le travail a été fait avec les étudiants. C'est vrai que vous avez fait des efforts considérables pour préparer votre design, hein, mais le travail est centré sur l'étudiant. L'innovation pédagogique et la technologie sont aujourd'hui étroitement liées et transforment les méthodes d'enseignement-apprentissage. Vous avez parlé de l'intégration des outils numériques tels que les plateformes d'apprentissage en ligne, les simulations interactives et l'intelligence artificielle qui favorisent de nos jours une pédagogie plus interactive, flexible et adaptée aux besoins des apprenants. Les technologies éducatives permettent de diversifier les approches, en faciliter l'apprentissage personnalisé et collaboratif. Vous êtes focalisé sur la classe inversée, qui est une approche innovante, qui joue un rôle important et crucial à l'université, surtout depuis l'année 2020, hein, juste après la pandémie. C'est tout le monde qui travaille à distance. Et moi, pourquoi je félicite encore une fois M. Moulay Omar, vous êtes donc vacataire ici.
J'étais vacataire ici. Maintenant, je suis à Darar. Et donc, vous avez mené votre expérience Ici. en tant que vacataire. Vacataire, oui. Donc, vous avez votre compte sur Moodle. Oui, oui. Voilà. Donc, je vous félicite vraiment parce que même les enseignants aujourd'hui, quand on dit cours en ligne, ils pensent aux fichiers PDF. Donc, ce que vous avez fait vraiment est colossal. Chapeau. D'accord? Donc, cette classe, bien sûr, on sait très très bien que contrairement au modèle traditionnel, auparavant, c'est l'enseignant qui dispense le cours, mais pour la classe inversée, tout est inversé justement. Le travail se fait à distance, à domicile, puis en classe, il sera question de proposer des activités, etc. C'est une démarche très très intéressante à laquelle vous êtes intéressé. Donc, vous avez pu démontrer que cette démarche rend l'apprentissage du résumé plus dynamique, engageant, encourageant pour les étudiants qui développent une meilleure maîtrise de la langue étrangère tout en améliorant leur capacité de synthèse, d'analyse, en s'appuyant bien évidemment sur des aides rédactionnelles telles que la carte mentale et le travail en binôme. Pour la méthodologie, je vous félicite encore une fois pour le choix des outils d'investigation et les outils aussi d'analyse. C'était trop bien. Hier, j'ai assisté à une soutenance où la candidate a commencé son travail en 2010. Elle travaillait sur les pratiques langagières sur les salons de chat. Et là, elle a travaillé sur 3000 messages. 3000 messages. Mais elle n'a utilisé aucun logiciel. Ce qu'on lui a reproché justement. Par contre, vous êtes dans l'innovation, vraiment dans l'innovation. Même dans le domaine de la recherche, vous êtes un scientifique. Et ça, c'est très bien. Oui. Il est prêt, hein, il est prêt à enseigner en tant que permanent, Inch'Allah. Donc, pour les sources et les ouvrages, les références bibliographiques consultées sont récentes et témoignent de la rigueur scientifique de votre démarche. Ça, vous avez oublié de me citer, c'est pas grave. Hein, Voilà. Donc, vous avez fait preuve de votre effort d'investigation en étayant votre raisonnement par les travaux scientifiques antérieurs. Maintenant, les résultats auxquels vous êtes parvenus sont vraiment intéressants. C'est tout le monde qui cherche après l'amélioration de la technique rédactionnelle du résumé. Et en tout, le travail est très bien présenté. À part quelques coquilles, comme l'a dit tout à l'heure M. Sissaoui, il faut faire une dernière lecture avant de déposer. Maintenant, j'ai deux petites remarques à vous faire, si vous permettez. Voilà, vous avez utilisé les titres des chapitres. Ils sont un peu trop longs, d'accord? D'habitude, sur cette page-là, on a le titre de l'intitulé. Généralement, c'est 2, 3, 4 mots, pas plus. Mais là, on voit vraiment qu'il y a tout un texte. Et puis, à chaque fois, il y a l'épigraphe. À chaque fois, il y a épigraphe. Peut-être c'est un peu trop. Hein. Il fallait peut-être une au début, une vers la fin. Et ça aurait pu être suffisant. Donc, à la page 37, au niveau vous dites, au niveau de ce chapitre introductif, nous avons commencé par définir ce qu'une... Là, c'est pas la peine d'utiliser ce qu'une, hein, je préfère utiliser... Nous avons commencé par définir la notion de classe inversée. Ou bien le concept, à vous de voir, d'accord? Parce que c'est le concept clé dans votre travail de recherche. Dans la partie théorique, c'était vraiment riche. Moi, je le dis, je le répète. Sauf que vous êtes, Monsieur Moulay Omar, en didactique des langues. Vous devez vous situer dans ce domaine-là, en didactique des langues. Qui dit didactique des langues dit théorie, méthodologie, fondement, concept. Donc, vous parlez dans votre travail de thèse, surtout dans la partie pratique, etc., là où tout est bien analysé, vous parlez de travail collaboratif, vous parlez d'action et vous parlez de tâches.
des concepts qui ont été mis en place par l'approche actionnelle, par le cadre européen commun de référence pour les langues. Ils ont mis en place la perspective actionnelle qui parle justement de tâches et d'actions où l'apprenant devient acteur. Et vous le dites tout au long de votre travail. Mais vous ne faites pas référence dans votre partie théorique à l'approche actionnelle. Vous êtes en didactique, d'accord? Je sais que vous étiez comme ça concentré sur l'objectif. Hein? C'était vraiment bien ciblé, mais l'assise théorique aussi est très importante en didactique. Il faut se rapporter à telle ou telle méthodologie, telle ou telle perspective, tel ou tel fondement. D'accord? Donc l'approche actionnelle, je pense qu'il fallait au moins citer une citation ou deux du cadre européen commun de référence pour les langues. Alors, vous avez ciblé comme activité le résumé. Mais vous ne vous êtes pas interrogé sur les prérequis des étudiants par rapport à cette compétence. Et vous revenez, hein, est-ce que c'est la même page ou bien... Oui, à la page. Vous dites ça hein, au début bon, puisqu'il s'agit d'une formation continue. Les paliers inférieurs, puis l'université, il y a tout un parcours d'apprentissage de la langue française. Depuis la 3e année primaire jusqu'à maintenant, les étudiants sont en train d'apprendre, continuer à apprendre le français. Mais est-ce qu'ils ont appris à résumer dans les paliers inférieurs? À la page 99, M. Moulay, vous dites, il nous surprend, voilà, que malgré la technique du résumé soit enseignée en Algérie depuis le collège, passant par le lycée, les étudiants participant à notre étude ont éprouvé une incapacité à résumer un texte en L2 avec leur propre vocabulaire. Vous avez vérifié? Oui. Hein? Oui. Vous me dites après, quand est-ce qu'on a enseigné le résumé? Hein? Parce que j'ai des enfants en moyen, au lycée, je n'ai jamais entendu parler du résumé. Donc, à vous de me dire si vous avez trouvé ça dans un travail de recherche, je ne sais pas. À la page 57, Monsieur Moulay, quand vous avez des propositions pédagogiques, des suggestions, etc., vous les mettez de côté et vous les laissez vers la fin. C'est un peu précoce d'en parler à la page 57. Vous avez parlé de suggestions et de mise en œuvre de l'innovation pédagogique au milieu universitaire algérien et vous avez proposé pas mal de suggestions. D'accord? Hein? C'est des solutions à l'amélioration de l'apprentissage de la langue. Je ne sais pas, peut-être 12 ou 14 propositions. Ça, il fallait peut-être laisser vers la fin. D'accord? Le fruit de votre travail, il faut le laisser vers la fin. Donc là, je ne sais pas, ainsi avons-nous mis l'accent sur l'apport de la carte mentale à l'enseignement apprentissage de la production écrite, notamment du résumé en L2. Nous avons montré l'efficacité de cet outil dans l'écriture collaborative en binôme. Là aussi, je dis pas encore, là aussi c'est un peu précoce. Hein. Vous parlez des avantages de l'innovation, de la classe inversée avant d'arriver à l'expérimentation. Je sais, vous vous êtes référé peut-être aux travaux antérieurs, mais il faut toujours être réticent par rapport à ces constats. À la page 86, vous abordez, donc là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était le travail collaboratif. Et à la page 111, nous proposons au cours de notre expérimentation un questionnaire final. C'est l'outil que je n'ai pas aimé pour votre travail. Je vais vous dire pourquoi. Un questionnaire final portant sur l'effet de la classe inversée sur le développement des compétences rédactionnelles. Si vous êtes référé aux travaux ou bien au cadre européen commun de référence pour les langues, vous allez voir que dans la perspective actionnelle, l'évaluation se fait à l'aide de la grille d'auto-évaluation.
au lieu de passer un questionnaire, il fallait élaborer une grille d'auto-évaluation pour l'apprenant. Dans le résumé, est-ce que j'ai appris à lire, est-ce que j'ai pu faire ceci, est-ce que j'ai pu faire cela, etc. C'est ce qu'on appelle la grille d'auto-évaluation et c'est préconisé par le cadre européen de référence pour les langues. Donc le questionnaire, parce que là, la question, qui est-ce qui va évaluer la compétence ou bien l'acquisition d'une telle compétence? C'est l'enseignant. C'est l'enseignant. Peut-être il fallait expérimenter la classe inversée dans plusieurs groupes et demander aux enseignants, à l'aide d'un questionnaire, de dire si les étudiants ont réussi à faire leur résumé. Ce n'est pas à l'étudiant de le dire. Lui, par contre, il peut vous remplir une grille d'auto-évaluation. C'est pour justement évaluer le degré de satisfaction de faire appel à une telle démarche. Vous voyez? Donc, ce n'est pas à l'apprenant de répondre, mais à l'enseignant qui a mis l'étudiant à l'épreuve. Alors, une dernière remarque, M. Moulay Omar, sur les références bibliographiques. Alors, c'est bien organisé, il y a des ouvrages, il y a des articles, il y a des dictionnaires, il y a le tout. Sauf que vous nous donnez plusieurs sites sans donner le titre. De quoi s'agit-il? Le site Hada, il parle de quoi? Hein? Si ça parle de quelque chose, qui est-ce qu'il a écrit? Donc, pas de référence au lien que vous avez mis. Hein? Vous ne citez pas la source de manière exacte. Il faut dire, le site Hada, il se réfère à telle ou telle chose. Il est, par exemple, élaboré par telle ou telle personne. S'il y a un article, qui est l'auteur de cet article, etc. Donc, vous ne donnez pas comme ça les sites, comme ça, on ne sait pas de quoi ça parle. Les dictionnaires, pareil. Vous donnez les dictionnaires, il n'y a pas les dates, il n'y a pas les années. Il faut apporter des précisions à vos références bibliographiques. Et puis, j'ai trouvé beaucoup de références à Wikipédia. C'est comme on le sait, ça change chaque jour. Est-ce fiable vraiment pour une recherche en doctorat? Est-ce fiable de consulter des ressources sur Wikipédia? Donc, vers la fin, je peux dire que le chercheur a mené un travail de recherche dans l'ensemble rigoureux et bien structuré, témoignant d'une solide maîtrise méthodologique et d'une analyse approfondie. Oui, comme l'ont dit mes collègues, l'analyse, elle est très, très bien faite. Je vous félicite pour la bonne présentation, les représentations graphiques. À chaque fois, vous avez des données chiffrées, il y a la représentation graphique et c'est ce que préfèrent les lecteurs de manière générale, c'est plus visible. Hein. Ils arrivent à lire mieux votre thèse et comprendre les résultats de votre analyse. Voilà, donc son étude se distingue par la pertinence des données collectées, la clarté de l'argumentation et la qualité de l'interprétation des résultats, en s'appuyant sur une approche méthodique et une documentation riche. Il apporte une contribution significative au domaine étudié. Le travail réalisé encourage l'apprentissage actif, hein, parce qu'on se plaint tout le temps des étudiants passifs et c'est là qu'il faut... Même vous avez dit tout à l'heure que certains étudiants ont refusé de faire partie. Ils n'ont pas le droit. Vous êtes là, vous êtes étudiant, il y a une nouvelle démarche, on va l'apprendre ensemble, mais dire non à l'apprentissage, ça, on est à l'université, on est responsable. D'accord? On est responsable de notre formation. Et puis, ce n'est pas l'éducation. C'est très bien de ne pas dire FLE, hein, vous avez dit L2, parce que beaucoup de doctorants travaillent en didactique avec des étudiants universitaires et utilisent FLE. FLE, c'est français langue étrangère. Par contre, à l'université, c'est une langue de formation. Ouais. D'accord? Donc, on n'a pas le droit de dire non à l'apprentissage. Et ça fait partie de votre public. Et la réaction ou bien le travail fait par ces étudiants va être analysé. D'accord? Tout simplement. Comme dans les questionnaires, quand on a les non-réponses,
elles sont analysées. La même chose, si un étudiant n'arrive pas, hein, c'est qu'il y a une compétence quelque part. Peut-être qu'il ne maîtrise pas l'outil, peut-être qu'il est timide devant ses collègues qui le maîtrisent. Vous voyez? C'est toujours à interpréter, c'est toujours à analyser et c'est toujours à mettre dans les résultats finaux de votre travail. Donc, le travail réalisé encourage l'apprentissage actif, développe l'autonomie et améliore la rétention des connaissances. Il s'adapte particulièrement bien à l'enseignement supérieur où les étudiants doivent être acteurs de leur propre formation et développer des compétences analytiques et collaboratives. Ça colle très très bien. Une fois à l'université, je vous encourage à continuer dans ce sens, à travailler via la classe inversée. Et j'ai terminé avec cette dernière remarque. Encore une fois, félicitations à vous, merci. À Madame Sakran et à votre famille. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Madame Remouz, pour toutes ces remarques. Donc, en ce qui concerne votre travail, globalement, il est jugé très positif par tous les membres du jury. Donc, il y a des remarques quand même qui ont été relevées. Il faut les prendre en charge. J'ai également quelques petites remarques à vous faire aussi et quelques questions à vous poser concernant votre travail. La thématique choisie est très intéressante. Comme à son habitude, Madame Sakran travaille sur ces questions liées à l'enseignement à distance, c'est des problématiques d'actualité. La manière avec laquelle vous avez mené votre travail, votre recherche est très intéressante. Donc vous avez adopté des outils théoriques en adéquation avec la problématique posée dès le départ, avec les hypothèses, parce que en tant que doctorant, l'élément le plus important, c'est déjà de savoir mener un travail de recherche, structurer sa recherche, par quoi commencer, par quoi finir, et comment mener, justement, quelle est la démarche à adopter. À 80%, vous avez respecté les normes rédactionnelles d'une recherche scientifique. Ça, c'est une qualité qui devient de plus en plus rare chez les doctorants, parce que beaucoup de doctorants ont recours au plagiat, aux techniques. Ils ont même développé des techniques nouvelles de plagiat pour que le directeur de recherche ou les membres du jury ne puissent pas les découvrir, malgré les logiciels qui sont mis à notre disposition actuellement, anti-plagiat, etc. Mais les doctorants arrivent toujours à trouver des contournements. Ce qui est intéressant aussi, c'est votre publication, votre article. Votre article, il a été publié donc dans une revue qui est reconnue parmi les autres revues à l'échelle nationale. Pardon, Monsieur Bektash, excusez-moi. Si vous me permettez, il a publié 5 articles. Moi, je parle du dossier de soutenance. Donc, en vérifiant les dossiers de certains candidats qui ont déposé pour le recrutement à l'université, et dans le cadre des dossiers soumis pour les promotions au grade de MCA et professeur, nous avons constaté des gens qui publient dans des numéros, dans des revues, à 3000, 4000 pages, 6000, voire 6000 pages. À l'étranger, des gens qui publient, moi j'ai jamais vu une revue à 5000 pages, mais actuellement ça existe, des revues électroniques à 5000, 7000 pages. Les gens payent $300, 400 € pour publier dans des revues prédatrices, et ils déposent des dossiers pour des promotions au grade ou pour des soutenances de thèses de doctorat, surtout dans certaines filières. Et c'est pour ça que je vous dis, moi je salue le travail que vous avez fait, les publications, parce que c'est des articles qui sont évalués par des scientifiques, qui sont lus, relus, etc. Et quand on a son article qui est accepté,
ça veut dire qu'on a fait un travail de recherche digne de ce nom. Donc, félicitations pour ça. Moi, j'aimerais bien vous poser quelques questions concernant déjà le thème lui-même, quand vous dites la classe inversée au service de l'innovation pédagogique. J'aimerais bien savoir où se situe l'innovation pédagogique dans la classe inversée. Parce que ce qui est un petit peu malheureux, surtout dans notre domaine, c'est que nous imitons ce que font des chercheurs à l'étranger, l'effet de mode, ce qu'il y a à la mode, et on dit c'est de l'innovation. Pour moi, l'innovation, c'est quelque chose, parce que l'originalité d'un travail de recherche ne réside pas uniquement dans l'originalité du corpus. Ça réside également dans le sujet lui-même. Est-ce qu'il y a réellement une innovation? Est-ce que vous pouvez déposer un brevet pour ça? Ça, c'est important. L'idée, est-ce que l'idée, elle est nouvelle? Personne n'a déjà fait cette thématique de classe inversée, d'enseignement à distance. C'est vous qui avez découvert ça. Non, moi je sais, parce que l'innovation pédagogique, bon, c'est à lui de répondre, hein, il va nous répondre. Bien sûr. Je sais que ce n'est pas par rapport à la classe inversée, mais où réside justement cette innovation? J'aimerais bien comprendre, premièrement. Deuxième question, pourquoi avoir choisi les étudiants de première année licence de français? Pourquoi vous n'avez pas choisi d'autres étudiants du département, par exemple, de médecine, de technologie? Pourquoi vous n'avez pas choisi les lycéens, les élèves de première année? J'aimerais bien avoir une réponse à cette question, parce que j'ai ma petite idée par rapport à ça. Et pourquoi, ma collègue vous a également fait la remarque, pourquoi avoir choisi le résumé? Est-ce que c'est vraiment intéressant, dans le cadre de la classe inversée, et dans votre recherche, justement, d'opter pour le résumé? Pourquoi vous n'avez pas choisi une autre problématique, un autre problème rencontré par nos étudiants de première année licence de français, déjà, dès leur première année, les étudiants ne savent pas écrire, ne savent pas structurer la syntaxe, etc., l'orthographe. Pourquoi? Parce que le résumé, vous êtes passé à un niveau très supérieur. Hein? Ouais. Le résumé, c'est quelque chose, c'est très complexe, c'est très difficile, et ça veut dire l'étudiant a quand même un très bon niveau en français, surtout les étudiants de première année. Donc ça, c'est la deuxième question. La troisième question, ça concerne justement votre expérimentation, votre corpus, etc. Je trouve que vous avez négligé quand même, que vous avez mis de côté un aspect très important dans votre expérimentation. Pourquoi vous ne vous êtes pas intéressé au profil social et sociolinguistique des apprenants? Parce que je vais vous dire une chose. Moi, j'ai participé justement durant la période de la Covid-19 à ces questions. On a vraiment débattu pour longtemps sur ces questions d'enseignement à distance, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut utiliser. On commence, enseignement à distance, on met des cours en ligne, des gens qui vous fourrent, c'est un fourre-tout PDF, il se fait une vidéo sur TikTok, etc. On a vu plusieurs... beaucoup de gens ont essayé d'innover justement. Il vient, il est à la maison, il fait sa petite vidéo, il fait son discours, et j'ai fait un cours en ligne, il le publie, il a fait un cours en ligne. Et il y a des gens qui ont cherché des PDF sur Internet, nous on a fait nos cours en ligne, c'est bon, c'est réglé, etc. Voilà, mais moi j'ai toujours soulevé cette problématique. Est-ce que nous nous sommes intéressés à l'apprenant lui-même?
l'apprenant est souvent mis de côté, mais surtout l'aspect social. C'est pas tout le monde qui a Internet, attention. Si nous, on se permet un téléphone sorti dernièrement en 2025, les étudiants n'ont même pas un téléphone, un simple téléphone. Premièrement. Deuxièmement, c'est pas tout le monde qui a accès à Internet, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Maintenant, vous avez en face de vous des étudiants socialement démunis. Ils sont nombreux, hein, j'en connais beaucoup. Hein. Ils sont dans une chambre à la cité universitaire à 6. Une chambre de 2, ils sont à 6, entassés. Il n'a ni ordinateur, ni rien du tout. Comment voulez-vous qu'il apprenne la langue française ou Il y a aussi le problème de langue. Quelle est la place accordée à la langue française au lycée, au primaire, au CEM? Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les programmes proposés aux élèves? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un étudiant de licence de français ou médecine, ou je ne sais pas, en première année en langue française? Je vous dis franchement, moi j'étais directeur du centre d'enseignement intensif des langues. Je recevais beaucoup d'étudiants de Master 1, Master 2 français qui venaient participer au test de niveau. Et ils ont A1, A2, parce que pour eux, comment ils vont faire? Demain, peut-être qu'ils vont enseigner au lycée. J'ai pas un bon niveau en français, je peux même pas rédiger une demande, etc. Voilà les questions auxquelles il faut s'intéresser dans le cadre de travail de recherche. Mais la classe inversée, etc., tout ça, pour moi, ça vient après. Parce que le problème réside aussi il est dans la société. Est-ce que notre société accepte justement cet enseignement à distance? S'il ne vous voit pas, l'élève, l'étudiant, s'il ne vous voit pas devant lui, en chair et en os, il ne va pas travailler. Peut-être qu'il est obligé il a ses chèvres à paître. Il est obligé d'aider à la maison. Il rentre le soir, on lui donne une tâche à la maison. Peut-être qu'il travaille dans un chantier. Donc, la seule opportunité qu'on lui offre, c'est quand il vient, il est obligé de venir face à face, il fait son cours, il repart. Donc, c'est bien de ramener de belles idées comme ça, mais aussi, il faut prendre en considération le contexte, etc. Je vous laisse répondre. Essayez de synthétiser. Vous avez de 15 à 20 minutes. D'accord? D'accord. À vous la parole. Merci. Je vous remercie pour la qualité de vos remarques et la pertinence de vos questions. Je préfère commencer par contexte. Mais pourquoi c'est une innovation? C'est son introduction dans un nouveau contexte qui fidèle une innovation pédagogique. Voilà. Donc, à Bijaya, pourquoi elle est une innovation pédagogique? Hein? Le contexte, c'est à Bijaya avec les étudiants de L1 pendant l'année universitaire 2020. Voilà. D'accord, je respecte quand même votre position, mais voilà. Donc c'est une innovation pédagogique. Je suis pas d'accord. Parce que l'innovation, c'est pas ça. L'innovation, elle doit déposer un brevet. C'est l'invention, monsieur. Hein? C'est l'invention. L'invention. Mais moi, je suis dans
Madame Scalan, je suis dans la même perspective. Hein. Non, moi je. Non, raté. Il ne faut pas détourner le. En ce qui me concerne. Moi, c'est ça ce que je vise. Où est l'invention ici? Aïe. Non. Non, je sais. Oui. Non, je sais la différence entre innovation et invention. Non. C'est le cadre purement pédagogique et les pratiques enseignantes. D'ailleurs, nous, en tant qu'enseignants, il faut le reconnaître. Voilà, j'ai ma collègue ici, j'ai Rabia. Rabia, d'ailleurs, elle travaille sur les tisses depuis longtemps. Madame Scalan. Ça date pas d'aujourd'hui. Madame Scalan. Mais dis-moi, s'il te plaît, est-ce que tous les enseignants arrivent à scénariser un cours en ligne? Impossible. Lui, il l'a fait. Il a suivi des formations en ligne. Madame Scalan. Vous pouvez laisser le candidat répondre? Non. Je vous assure, moi en tout cas pour mon professorat, regardez, je suis chef de projet qui porte sur la pédagogie numérique. Je suis chef de projet. Et je vous assure, j'ai beaucoup appris de lui. Wallah, je vous jure. Madame Scalan, Malish, il répond, c'est à lui de répondre. Hein, c'est à lui de répondre. Et il est le doctorant, parce qu'on lui pose des questions. C'est à lui de trouver des arguments, c'est ça. Non, mais il est capable. Il doit. Il fait entièrement confiance. Donc, Il fait entièrement confiance. il doit nous convaincre. À l'aise parce que je sais qu'il va pouvoir se défendre. Très bien, vous avez terminé? Je ne suis pas convaincu, hein, parce que même votre directrice de recherche n'arrive pas à me convaincre. Allez, allez-y, Oui. continue. Donc c'est pour ça que j'ai précisé dans la partie théorique la différence entre l'invention, l'innovation, la réforme, etc. Concernant la question pourquoi les étudiants de L1? Parce que ce sont des étudiants nouvellement arrivés à l'université avec un profil d'entrée et je voulais comparer leur profil d'entrée avec leur profil de sortie quant à la maîtrise de l'activité résumante. Sachant que l'activité résumante fait partie du programme du Canva de L1, TTU 1. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette activité. Moi, j'aurais pu travailler sur une autre compétence, mais j'ai choisi l'activité résumante parce que c'est une technique inclusive qui comprend plusieurs... pour la maîtriser, il faut maîtriser la langue, l'esprit, avoir l'esprit synthétique, l'esprit analytique, etc. C'est pour ça que j'ai opté pour cette technique rédactionnelle. Oui, pour le profil social, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, c'est vrai. Mais j'ai bien signalé ça, que certains étudiants n'étaient pas bien outillés et n'avaient pas les moyens pour pouvoir poursuivre une telle formation hybride. Concernant la répartition des étudiants en deux groupes expérimentaux, groupe 1 c'est le groupe témoin, groupe 2 groupe expérimental, nous avons choisi comme type d'échantillon l'échantillonnage par grappe, si vous voulez, par groupe, voilà, dans une étude comparative. Donc pour ce faire, nous nous sommes référés à l'ouvrage de Maurice Songer, l'ouvrage méthodologique, dans lequel il explique comment mener une étude comparative dans le cadre d'une expérimentation. Dans l'expérimentation, nous vérifions l'effet de la variable indépendante sur la variable dépendante, par le biais d'un questionnaire, d'un pré-test qui se fait avant l'introduction de la variable indépendante et par le biais d'un post-test qui se fait après l'introduction de la variable indépendante, et par le biais d'un groupe expérimental et d'un groupe témoin, ce qu'on appelle le groupe contrôle. Les deux groupes doivent être équilibrés. Donc le groupe témoin, c'est le groupe qui n'est pas subi, qui ne subit pas ou bien qui n'est pas subi à la variable indépendante, et le groupe expérimental qui est subi à la variable indépendante. Voilà. Concernant l'exploitation des réseaux sociaux en classe inversée, certes, nous pouvons utiliser les réseaux sociaux, plus ou moins utiliser les réseaux sociaux, mais nous avons opté dans notre démarche, nous avons choisi la plateforme éducative Moodle parce qu'elle est destinée à cette fin,
Donc, elle comprend plusieurs fonctionnalités. Même Lounis, heureusement qu'il est là. Donc, c'est lui qui m'a aidé aussi pendant la mise en ligne des vidéos et tout. Les réseaux sociaux, pourquoi pas parce que n'importe qui peut commenter, peut voir le contenu, peut même perturber le processus d'enseignement-apprentissage. Même l'apprenant peut recevoir plutôt des messages, des notifications, donc il peut être perturbé pendant son apprentissage. Alors, oui, pourquoi le début des textes dans la partie méthodologique? Donc moi j'ai suivi vraiment avec rigueur la méthode de Madame Skran, même dans sa thèse, elle a fait de même. Et je voulais pas répéter, c'est-à-dire mettre le texte au niveau de la méthodologie, après le remettre aussi à la fin. Donc j'ai juste mis le début, après c'était au lecteur d'aller vers l'annexe. Ouais. Répéter. Oui, pour les risques de la classe inversée, moi j'entends par risque juste la résistance, tout simplement. Donc, parce que quand on veut introduire une nouvelle pédagogie, toujours on fait face à une résistance, que ce soit de la part des enseignants ou bien de la part des étudiants. Donc ça peut bloquer carrément l'implémentation. Pour l'évaluation du niveau de langue des étudiants, oui, on a fait un pré-test. Avant de commencer, je leur ai donné un texte argumentatif à résumer, mais j'ai pas donc j'ai ce pré-test juste pour voir leur niveau. C'est pour ça que je ne l'ai pas introduit dans l'analyse, la partie d'analyse de mes données. Mais on a fait, oui, parce que ça fait beaucoup de données, donc voilà. Mais on a vérifié le niveau de langue, leur maîtrise par rapport à la technique de résumé, et on a trouvé malheureusement qu'ils ne maîtrisaient pas, sachant normalement qu'ils avaient étudié ça au moins au lycée. Par exemple, dans le compte rendu, on demande à l'étudiant de résumer, dans la deuxième partie, de résumer le texte source. Voilà. Oui, pour la formation, j'ai suivi des formations par rapport à l'usage des outils numériques en ligne. Même j'ai suivi votre formation animée sur la plateforme Moodle. Donc ça m'a vraiment aidé pendant l'expérimentation. Pour l'évaluation, oui, de l'apport de chaque apprenant dans un binôme, c'est vrai, ça reste aussi compliqué. L'évaluation, moi je le dis toujours, qu'elle est un peu complexe. Oui, justement. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est juste le rendement, comment les binômes peuvent planifier et produire des résumés de texte de meilleure qualité. Voilà. Mais pour l'évaluation, c'est une autre paire de manches. Oui, le manque du scénario pédagogique dans la méthodologie classique. On a presque suivi la même démarche, sauf en présentiel, c'est presque là. Oui, j'ai oublié. Ah, madame, tu vois, oui. On a suivi la même démarche. Oui, en présentiel, c'était. Oui. En présentiel, donc on a enseigné d'une manière classique la technique du résumé, mais pour la réalisation des travaux, on a accordé 1 heure par exemple pour la planification, 1 heure pour le résumé. C'est le même cas pour le groupe expérimental. Voilà. C'est pour ça que je ne voulais pas reparler de la même chose. La place de l'accompagnement des techniciens. Oui, c'est vrai. On a besoin des techniciens aussi pour nous accompagner tout au long de... Oui, il faut les recruter, exactement. Il faut les recruter. Ouais. Donc voilà. Pourquoi l'enseignement-apprentissage? Moi, j'ai mis exprès un trait d'union entre enseignement-apprentissage dans ma thèse,
je n'ai pas mis un slash, oui, pour dire que quand il y a un apprentissage, il y a un enseignement et vice-versa. C'est pour ça, voilà. Donc, ça concerne l'enseignant, ça concerne aussi l'apprenant. Voilà, pour le remerciement, je vais le mettre, parce qu'avant, voilà, c'était la version provisoire, mais maintenant, dans la version finale, Inch'Allah, on va mettre le remerciement, et on va même vous citer, Inch'Allah, dans nos prochains travaux, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Voilà, donc, merci. Merci beaucoup Je vous en pour ces réponses. Donc, Je peux juste ajouter quelque chose. Bien sûr. Oui, juste concernant l'introduction, j'ai mis les 3 questions, monsieur. Les 3 questions avec les 3 hypothèses. Juste, elles ont été mises d'une manière successive, l'une après l'autre. Oui. Oui. Donc la page 8 jusqu'à la page 9. Je l'ai mis d'une manière successive. Peut-être c'est pour ça que vous n'avez pas peut-être... oui. Oui. 3 questions, 3 hypothèses. Ouais. très bien. Oui. Je vais accorder la parole à votre directrice de recherche, 3 minutes pour conclure. Uniquement 3 minutes. Ah, 3 minutes. Vous êtes malade, donc on doit... Alors, oui, mais alors, je tiens à remercier les membres du jury pour toutes ces remarques pertinentes. Et je suis vraiment fière de Abdallah. Je vous l'avais dit tout à l'heure et je le redis. Abdallah, il s'est donné à fond dans son travail de thèse. Alors, revenons maintenant à cette question de formation. J'avoue, moi, en tant que directrice de recherche, j'ai beaucoup appris de lui. Pour la scénarisation, c'est quelqu'un qui assimile trop vite. C'est quelqu'un qui a une capacité d'analyse hors pair. Franchement. Il m'a fait bosser. Je l'ai dit, je le redis. Et maintenant, en le voyant défendre son travail de cette manière, franchement, je lui dis bravo. Bravo, bravo, bravo. C'est vraiment rare de trouver un doctorant capable de défendre son projet de thèse de telle manière. Donc, ce travail, il l'a fait avec beaucoup de rigueur et je reconnais, il a toujours suivi à la lettre mes remarques. Franchement, je te dis bravo, ma fierté. Merci. Merci, Madame Skran. Donc, elle vous a donné le diplôme toute seule. Hein? Elle a jugé comme quoi vous êtes un très bon docteur. Déjà, hein? Non, pas encore. On n'a pas encore délibéré, Pas encore. mais pour Madame Skran, khlas. Ça veut dire... ça veut dire on n'a plus la parole. Donc on va se retirer pour délibérer. Vous restez ici, nous on va se retirer ici dans la salle des délibérations et ensuite on revient.